Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fera la régulation respiratoire, qui est la dernière partie de notre chapitre physiologie respiratoire. Donc ce cours est relativement long par rapport aux autres cours de notre chapitre, mais c'est aussi très important. Alors, on commencera par une introduction, puis on va voir les afférences. Donc le système respiratoire, comme tous les autres systèmes innervés, il va posséder des afférences qui vont acheminer les informations du système respiratoire vers les centres respiratoires, et puis les centres respiratoires vont envoyer des réponses effectuées par les effecteurs. Et donc les afférences, on va voir dans les afférences le nerf vague, les récepteurs sino-aortiques, barorécepteurs des grosses artères, récepteurs à l'étirement pulmonaire, nocicepteurs à l'origine du réflexe de tout, et enfin les chémorécepteurs centraux. Dans la partie des centres respiratoires du tronc cérébral, nous allons voir les expériences des sections étagées, donc les expériences des sections étagées du névrax, stimulation électrique du tronc cérébral, organisation des centres respiratoires. Et donc, par le biais de ces expériences, on va mettre en évidence les centres respiratoires et leur remplacement au niveau du système nerveux central. La quatrième partie, c'est les effecteurs musculaires qui vont effectuer les commandes du système nerveux central. Nous avons ainsi, avec la régulation nerveuse, une régulation chimique de la respiration, où on va voir le rôle de la pression artérielle en CO2 et du pH, le rôle de la pression artérielle en O2, la toxicité de l'O2 et l'hyperpnée lors de l'exercice musculaire. Et enfin, la conclusion. Introduction. On sait tous que la fonction principale du poumon consiste à échanger l'O2 et le CO2 entre le sang et le gaz alvéolaire. Ce dernier est en communication avec le milieu extérieur. Et si vous voulez plus d'informations sur les échanges gazeux, vous pouvez consulter la vidéo précédente sur les échanges gazeux. Et donc c'est ce qui va maintenir les taux artériels de ces deux gaz dans les limites et qui ne doivent pas beaucoup varier. Et ceci est possible grâce à divers mécanismes de contrôle qui vont agir par une régulation précise au niveau de la ventilation. Et donc c'est par le biais de la ventilation qu'il va y avoir cette régulation respiratoire. Par exemple, l'élimination du CO2 par hyperventilation permet de compenser au moins partiellement les acidoses. La pression partielle du CO2 artériel étant liée au pH sanguin. Nous avons la relation CO2 plus, l'équation plutôt CO2 plus H2O va nous donner l'acide carbonique qui est un acide faible, et donc le CO2 est directement lié au pH sanguin. Et donc si on élimine tant de CO2, il va y avoir une augmentation du pH sanguin, et donc on peut par ce mécanisme compenser les acidoses. La respiration intervient aussi dans d'autres fonctions, notamment le langage, l'expression des émotions, donc comme le rire, les pleurs, etc., ou dans les fonctions réflexes. Par exemple, la toux en cas de présence de corps étrangers au niveau des voies aériennes supérieures. Ou aussi, ça peut être volontaire, par exemple l'apnée inspiratoire ou expiratoire, ou alors la manœuvre de Valsalva. Contrairement au cœur qui possède un automatisme intrinsèque, le poumon ne possède pas son propre pacemaker. Sa régulation va faire appel donc à des mécanismes de feedback. Donc c'est un système de réflexe à point de départ chimique ou humoral et contrôlé par le système nerveux central, bien évidemment. Ce dernier possède des centres responsables de l'alternance cyclique des mouvements respiratoires. Donc
On dit que l'inspiration appelle l'expiration et vice-versa. J'ai oublié de vous parler de la manœuvre de Valsalva. Cette manœuvre consiste à un effort expiratoire avec le nez fermé, la bouche fermée aussi pour ne pas avoir de fuite d'air à travers ces deux orifices. Cette manœuvre a pour but d'équilibrer la pression de part et d'autre du tympan au niveau de l'oreille et donc équilibrer la pression entre l'oreille moyenne et l'oreille externe. Cette manœuvre est utilisée surtout en cas de plongée sous-marine. Au fur et à mesure que le plongeur descend dans l'eau, il va y avoir augmentation de la pression de l'eau et d'où la nécessité de cette manœuvre pour équilibrer la pression au niveau de l'oreille et ne pas avoir de problème. Pour ce qui est du mécanisme de cette manœuvre maintenant, on a l'air emprisonné au niveau du pharynx par la fermeture des voies aériennes supérieures, la fermeture volontaire. Cet air emprisonné va partir à travers deux conduits qui s'appellent les trompes d'Eustache et qui communiquent le rhinopharynx avec l'oreille moyenne. Et c'est ce qui va servir de régulateur de pression au niveau de l'oreille. Voilà pour ce qui est de la manœuvre de Valsalva. Alors, on indique que le poumon ne possède pas de pacemaker comme le cœur. Et donc, il ne peut pas s'autoréguler. La régulation respiratoire va dépendre de mécanismes nerveux, par le biais du système nerveux central, bien sûr. Ces mécanismes nerveux ont une organisation similaire à autres réflexes, donc à tous les réflexes en général. Et on aura des récepteurs qui sont spécifiquement sensibles aux modifications liées au gaz du sang artériel, la saturation artérielle en oxygène et en CO2, et qui vont fournir des messages qui seront véhiculés vers le système nerveux central par des fibres nerveuses afférentes sous forme de potentiel d'action, bien évidemment. Nous allons avoir les centres nerveux qui se localisent en majorité dans le tronc cérébral, les centres nerveux respiratoires. Nous allons avoir des informations qui partent des récepteurs situés à différents niveaux dans l'organisme, le poumon, l'appareil cardiovasculaire, qui vont vers le système nerveux central, notamment le tronc cérébral. Et on va avoir des réponses par le biais de fibres nerveuses descendantes, surtout vers les noyaux moteurs spinaux, qui vont innerver et stimuler les muscles effecteurs. Nous avons le muscle respiratoire principal, c'est le diaphragme. Et il y a d'autres muscles, bien sûr, comme les intercostaux, etc. Les afférences maintenant. Nous avons les plus efficaces qui sont situés dans les corpuscules carotidiens et les corpuscules aortiques. Les corpuscules de la crosse aortique et les corpuscules des sinus carotidiens. Donc, les corpuscules carotidiens vont envoyer les informations via le nerf glossopharyngien, donc la 9e paire crânienne. Nous avons deux nerfs glossopharyngiens à droite et à gauche. Et les corpuscules aortiques via le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. C'est la 10e paire crânienne. Ces récepteurs sont sensibles à la pression artérielle en O2, au pH artériel et à la pression artérielle en CO2 par le biais de la diminution du pH liée à l'élévation de la PaCO2. Donc il faut qu'il soit une élévation aiguë de la pression artérielle en CO2. Cette élévation brutale va baisser le pH qui va être détecté par ces récepteurs. Et donc si on aura une élévation petit à petit, c'est-à-dire chronique, de cette pression artérielle en CO2, ça ne peut pas être détecté parce qu'il y aura un système de tampon qui ne va pas laisser
qui ne va pas laisser le pH varier beaucoup. Et donc la pression artérielle en CO2 doit varier brutalement pour être détectée par les corpuscules. Le schéma suivant va montrer les afférences. Donc, nous avons dit le glossopharyngé et le vague. Nous avons le centre nerveux qui est le bulbe rachidien, qui est la partie la plus basse du tronc cérébral. Nous avons une électrode qui enregistre la fréquence de potentiel d'action en fonction de la pression artérielle en O2. Et on voit ici qu'on a une fréquence maximale ici pour des valeurs inférieures à 100 mm de mercure. Il est à signaler au passage que l'hypoxémie n'a pas d'effet sur les récepteurs centraux. On va voir après, parce qu'il existe ici des récepteurs centraux, pas uniquement ces récepteurs aortiques et carotidiens. Le nerf pneumogastrique, c'est la principale source d'afférence au tronc cérébral. Les afférences proviennent surtout des chémorécepteurs du glomus aortique, des récepteurs à l'étirement des grosses artères, donc ce sont des barorécepteurs, des récepteurs à l'étirement situés dans les poumons et des nocicepteurs à l'origine du réflexe de Toux. Ce schéma nous montre les résultats d'une expérience qui a été effectuée chez un animal. On voit au début une respiration normale avec cette fréquence et cette amplitude respiratoire. Amplitude, c'est-à-dire volume courant. Si on effectue la section d'un nerf vague, donc par exemple le nerf vague gauche, il va y avoir une petite diminution de la fréquence accompagnée d'une légère augmentation de l'amplitude respiratoire. Et ça va devenir plus évident si on effectue la section du deuxième nerf vague. Donc il va y avoir une respiration avec une fréquence basse, elle va diminuer encore, accompagnée d'une augmentation du volume courant. Donc elle est compensée par l'augmentation de l'amplitude respiratoire. Elle est dite respiration de double vagotomie. Maintenant, si on effectue une excitation faible du bout central du vague droit, il va y avoir apparition d'une respiration avec une fréquence augmentée en dépit de l'amplitude respiratoire. Et ça va revenir vers la respiration de double vagotomie après la levée de l'excitation. Maintenant, si on excite fortement le bout central du vague droit, il va y avoir l'apparition d'une apnée en inspiration. Deuxièmement, les récepteurs sino-aortiques. D'après Schmidt, la stimulation électrique des fibres afférentes issues du sinus carotidien chez le chien va provoquer une apnée réflexe, accompagnée d'une chute de pression artérielle, donc d'une hypotension artérielle, et d'une bradycardie. Donc c'est relatif, même après section des deux nerfs vagues. Donc à l'inverse de la stimulation des fibres du corpuscule aortique, qui va provoquer une hyperpnée, une élévation de la pression artérielle, même avec les deux nerfs vagues intacts. Notons ainsi que le sinus aortique, que le sinus carotidien et le corpuscule aortique possèdent des chémorécepteurs, mais aussi des barorécepteurs. Donc voici le schéma. Si on stimule les fibres du corpuscule aortique, il va y avoir une hyperpnée accompagnée d'une hypertension artérielle. A l'inverse, si on stimule les récepteurs du sinus carotidien, il va y avoir une apnée réflexe accompagnée d'une hypotension artérielle. Maintenant, les barorécepteurs des grosses artères. On avait dit qu'il y a des chémorécepteurs et des barorécepteurs.
Dans cette expérience, on va mettre en évidence l'apnée réflexe provoquée par une hyperpression au niveau de l'aorte chez un chien. Donc, nous avons un chien dont on a séparé la tête du reste du corps, à l'exception des deux nerfs vagues qui doivent rester intacts. Donc les deux nerfs pneumogastriques restent normalement liés au corps. Et bien évidemment, cette tête étant séparée du reste du corps, elle doit nécessiter un apport sanguin externe. Donc un chien donneur va donner du sang, donc il va servir à la nutrition de la tête. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Revenons à l'expérience. Nous avons les mouvements du larynx du chien, dont on a séparé la tête, qui vont signer les mouvements respiratoires, donc sont directement liés à la fréquence respiratoire. À un moment donné, on va injecter une dose intraveineuse d'adrénaline qui va provoquer une hyperpression au niveau de l'aorte, accompagnée d'un arrêt des mouvements du larynx qui signe une apnée réflexe. Donc le but de la séparation de la tête et l'apport sanguin externe, c'est pour ne pas dire c'est l'action centrale de l'adrénaline qui a causé cette apnée réflexe, mais plutôt c'est l'hyperpression au niveau de l'aorte. Donc suite à l'expérience précédente, il a été établi qu'une stimulation des barorécepteurs aortiques et ou carotidiens provoque une hypoventilation ou une apnée réflexe. Cet effet peut être reproduit par une injection intraveineuse d'adrénaline. C'est l'apnée adrénalinique. Inversement, une hypotension artérielle peut aboutir à une hyperventilation. On arrive aux récepteurs à l'étirement pulmonaire. Ces récepteurs sont à l'origine de réflexes qui tendent à renforcer l'automatisme ventilatoire. Ce sont les réflexes de distension qu'on peut mettre en évidence chez un animal anesthésié si on maintient une distension pulmonaire. Donc, cette distension pulmonaire va occasionner une diminution de la fréquence respiratoire par inhibition des centres respiratoires. Nous avons des récepteurs situés au niveau du parenchyme pulmonaire et dans les parois bronchiques qui vont produire des messages afférents. Ces messages afférents seront véhiculés via les fibres vagales et qui vont inhiber les centres nerveux. Donc ce sont des fibres inhibitrices. Donc ces réactions vont disparaître après la section des deux nerfs vagues, puisque c'est les nerfs vagues qui vont véhiculer ces influx inhibiteurs. Ce double mécanisme contribue à l'entretien de la respiration. On pensait avant que l'inspiration appelle l'expiration et vice-versa, alors qu'il est actuellement montré que chez l'adulte, ce réflexe n'intervient pas en cas de repos. Donc pour un volume courant normal, ce réflexe n'intervient pas dans la régulation respiratoire. Maintenant, si le volume courant devient supérieur à 1 litre, comme lors de l'exercice musculaire par exemple, ce réflexe va jouer un rôle régulateur. De même pour le nouveau-né, où il va jouer aussi un rôle régulateur. Maintenant, expérimentalement, nous avons le réflexe paradoxal de Head qui s'observe lorsque la conduction est partiellement bloquée par le froid, donc réalisé expérimentalement dans les nerfs vagues de l'apnée. Donc la distension du poumon va entraîner un effort inspiratoire supplémentaire au lieu de l'expiration. Donc c'est le réflexe de Hering-Breuer ou le réflexe paradoxal de Head. Nous avons ainsi les soupirs périodiques de l'adulte. Les soupirs, c'est la relaxation après une émotion. Donc c'est une inspiration profonde suivie d'une expiration. C'est comme ça. Ce sont les relaxations après une émotion. Toujours dans les récepteurs à l'étirement, il existe aussi d'autres récepteurs situés au niveau des muscles. Donc on parle ici des muscles respiratoires et qui seront responsables de réflexes proprioceptifs. Proprioceptif, c'est la sensibilité profonde,
mettant en jeu les fuseaux neuromusculaires qui sont situés entre les fibres musculaires, les récepteurs tendineux de Golgi tendineux, donc c'est au niveau des tendons des muscles, et les récepteurs articulaires. Nous avons la boucle gamma dont le point de départ périphérique et le fuseau neuromusculaire va constituer un mécanisme d'adaptation rapide à l'augmentation des résistances au niveau des voies aériennes. Par exemple, en cas de rhume, nous allons avoir un rétrécissement des narines. C'est ce qui va augmenter la résistance à l'inspiration et à l'expiration. Et on aura par ce mécanisme et par ces récepteurs une adaptation rapide à l'augmentation des résistances. Donc, en cas de résistance au niveau des voies aériennes ou une baisse de compliance pulmonaire, par exemple en cas d'infection pulmonaire, il va y avoir aussi l'intervention de ce mécanisme ou des parois thoraciques. Ceci va entraîner l'activation des fuseaux neuromusculaires au niveau des muscles respiratoires. Nous avons principalement le diaphragme. Donc, cette réaction est monosynaptique, bien évidemment, comme tous les autres muscles, au niveau spinal et va créer une compensation rapide par des efforts musculaires supplémentaires adaptés aux charges musculaires, aboutissant au retour à un volume courant normal au bout d'un seul cycle respiratoire. Les nocicepteurs à l'origine du réflexe de Toux. Le réflexe de Toux est dû à l'irritation des zones tissigènes qui sont situées un peu partout au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau des muqueuses respiratoires plus spécifiquement, plus précisément. Nous avons d'abord la toux par irritation mécanique, c'est-à-dire induite par des particules de poussière, de fumée ou encore de sécrétions muqueuses trachéobronchiques, c'est-à-dire endogènes. Nous avons comme exemple le mucus, qui vont activer des récepteurs situés principalement au niveau de la trachée et les grosses branches. On note que la bifurcation trachéale est particulièrement riche en récepteurs de ce type. Donc, pour la toux par irritation mécanique, ce réflexe va prendre naissance essentiellement au niveau des récepteurs de la trachée et les grosses branches. Le deuxième type de toux, c'est la toux d'origine chimique, qui est provoquée par des irritants gazeux tels que le chlore, le dioxyde de soufre, l'ammoniac, l'éther. Les récepteurs de ce type sont situés dans les petites branches et au-delà de l'arbre respiratoire. Ces réflexes ont pour point commun de provoquer une expiration brusque, donc c'est le principe de la toux, après une brève inspiration, dont le but est d'éliminer le corps étranger. Donc, bien évidemment, les irritants sont des corps étrangers. Ceci s'accompagne de bronchoconstriction tendant en principe à diminuer la pénétration des irritants, mais avec les conséquences cliniques connues si la rétraction est trop importante. Nous avons enfin les réflexes d'éternuement. Les réflexes d'éternuement sont fondés sur le même type d'organisation, donc c'est le même principe, mais avec des récepteurs situés surtout au niveau des voies aériennes supérieures, les étages susglottiques principalement au niveau des muqueuses rhinopharyngées. Alors jusqu'à maintenant, nous avons parlé des chémorécepteurs périphériques, donc les chémorécepteurs situés au niveau des sinus carotidiens et le glomus aortique. Nous avons parlé des barorécepteurs des grosses artères, des récepteurs à l'étirement pulmonaire et des nocicepteurs à l'origine du réflexe de Toux. Maintenant, on va voir un autre type de récepteurs, ce sont les chémorécepteurs centraux. En fait, c'est la même chose avec les chémorécepteurs. C'est presque la même chose avec les chémorécepteurs des sinus carotidiens et aortiques, sauf que ces chémorécepteurs sont situés au niveau du système nerveux central. Donc il ne faut pas confondre avec les centres respiratoires. Donc c'est autre chose, il faut faire la part des choses.
mais ils sont situés au niveau du système nerveux central. Ils constituent bien évidemment un groupe important de récepteurs situés dans le tronc cérébral et dont la sensibilité est avérée pour les modifications de pression de CO2 et de pH au niveau du liquide céphalorachidien, et qui est appelé aussi le liquide cérébrospinal. Donc c'est la nomination récente, liquide cérébrospinal. Donc ce dernier est sécrété par les plexus choroïdes. Donc le liquide cérébrospinal est sécrété par les plexus choroïdes qui sont constitués de formations vasculaires, donc de vaisseaux fenêtrés entourés d'épendymocytes. Et ces épendymocytes vont laisser passer à partir du sang, à partir des capillaires fenêtrés, les éléments du LCR. Alors, donc, ce LCS va subir des modifications au fur et à mesure de son passage au niveau de l'encéphale et surtout le cerveau. Le tableau suivant montre chez un sujet normal les différents éléments intéressant directement ou non l'équilibre acide-base, respectivement au niveau du plasma et du LCR. Vous voyez que la teneur en bicarbonate et en CO2 et le pH, c'est relativement, donc c'est presque la même teneur au niveau du plasma et du LCR, légère différence. Alors en solution, le CO2 se dissocie pour fournir des ions H+, et des bicarbonates selon cette relation. Donc CO2 plus H2O va nous donner acide carbonique, puis acide carbonique va nous donner un H+, avec bicarbonate en milieu basique. Le pH du LCR va dépendre donc de cette relation selon l'équation de Henderson-Hasselbalch, et surtout ce qui nous intéresse c'est la PCO2. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc le pH est égal à pK qui est une constante plus logarithme de la concentration des bicarbonates divisé par la pression de CO2, pression partielle de gaz carbonique. Donc je vous ai dit que c'est la PCO2, c'est ce qui nous intéresse. On va expliquer. Le gaz carbonique diffuse aisément à travers la barrière hématoméningée. Donc le CO2 est hautement liposoluble, donc il va diffuser facilement à travers cette barrière hématoméningée. Par contre, cette barrière, elle est peu perméable au bicarbonate et aux ions H+, produits en périphérie. Donc le pH du LCR se modifie, mais de manière très retardée au cours des modifications expérimentales du pH sanguin, par exemple en cas de perfusion d'acide, par exemple. Et donc, la réponse ventilatoire après une injection d'acide semble plutôt d'origine périphérique et non pas centrale, parce que la réponse respiratoire elle est précoce et les variations de pH nécessitent, les variations de pH au niveau du LCR nécessitent un certain temps, et donc cette réponse semble plutôt d'origine périphérique. Et donc c'est ce qui nous intéresse au niveau central, c'est la PCO. Cette facilité de diffusion du CO2 est compensée d'une part par le faible passage de bicarbonate à travers la barrière hématoméningée, mais aussi la faible teneur du LCS en protéines qui joue le rôle de tampon, qui joue le rôle de système tampon en cas d'acidose. À cela, il faut ajouter que l'hypercapnie va induire une vasodilatation au niveau des vaisseaux cérébraux. C'est ce qui va permettre à ce gaz une plus grande diffusion et va atteindre par la suite les chémorécepteurs centraux plus rapidement, lesquels sont répartis au niveau bulbaire en aires chémosensibles. Donc, et je vous ai dit qu'il faut faire la part des choses avec les centres respiratoires qu'on va voir par la suite.
Et par conséquent, en cas d'acidose d'origine respiratoire, il va y avoir une réponse ventilatoire plus importante que celle due à une acidose métabolique. C'est parce que la réponse centrale, la réponse due aux récepteurs centraux, vient s'ajouter à la réponse périphérique et donc on aura une réponse ventilatoire plus importante. Par contre, en cas d'acidose métabolique, la réponse centrale est retardée, donc c'est plutôt la réponse périphérique. Et donc, on va avoir une réponse ventilatoire moins importante que celle de l'acidose d'origine respiratoire. Troisièmement, les centres respiratoires du tronc cérébral. On va directement commencer par les expériences de section étagée du névrax, c'est-à-dire système nerveux central, pour mieux comprendre. Donc le Gallois, il a fait des expériences et il a montré que les deux hémisphères cérébraux, le cervelet et la portion antérieure du tronc cérébral, ne sont pas nécessaires pour une respiration normale, c'est-à-dire au repos. Ceci a été appuyé par l'observation chez l'homme d'enfants anencéphales, donc enfants nés avec une anomalie encéphalitique, dont la respiration reste pratiquement normale. Donc c'est un argument en plus. En avant du tronc cérébral, la limite des structures en avant du tronc cérébral, ça veut dire les voies afférentes. La limite des structures indispensables à la respiration est déterminée par l'intégrité des nerfs vagues. Donc en avant, concernant les voies afférentes, on doit avoir uniquement l'intégrité des nerfs vagues pour avoir une respiration normale. C'est ça la condition. Donc nous avons les expérimentations sur le lapin et le chat, etc. Ces données montrent d'une part l'importance des nerfs vagues et révèlent d'autre part, après exclusion des deux nerfs vagues, la multiplicité des centres respiratoires dans le tronc cérébral dont le fonctionnement est conditionné par les interconnexions et par l'apport d'informations concernant les paramètres chimiques, donc liés à la respiration, comme la pression artérielle en O2, la pression en CO2, le pH, et aussi au niveau du LCR, la pression CO2 et le pH, et mécanique provenant des mécanorécepteurs parenchymateux, donc le parenchyme pulmonaire, les bronches, etc., et les propriocepteurs au niveau des muscles respiratoires. Alors, pour mettre en évidence l'emplacement des centres respiratoires et leur localisation au niveau du névrax, il va falloir faire des expériences de section étagée. Ça a été effectué chez le chat. Dans la limite antérieure de ces structures centrales est juste située au-dessus de l'origine des deux nerfs vagues. Et donc, si on pratique la section au-dessus des deux nerfs vagues, et plus exactement entre les deux tubercules, entre les 4 tubercules plutôt, quadrijumeaux, donc intercolliculaires, on va avoir une respiration normale. Donc d'après la section entre les tubercules quadrijumeaux, la section intercolliculaire, qui est représentée dans ce schéma par la section A, on va conclure que les centres respiratoires se situent dans cette portion du tronc cérébral, donc dans la portion en dessous de la section A, la section désignée par la lettre A. Et pour savoir le nombre et l'emplacement des centres respiratoires au niveau de cette portion du tronc cérébral, il va falloir faire d'autres sections, et c'est ce qu'on va faire. Donc la section au niveau B, donc juste un peu en dessous de la section A, ou un peu en arrière parce que le tronc cérébral il est incliné vers l'avant, donc on peut dire en dessous ou en arrière. Donc cette section transprotubérantielle, donc cette portion est nommée protubérance ou pan, le pan du tronc cérébral ou la protubérance du tronc cérébral. Il va y avoir apparition d'un rythme respiratoire différent
avec des crampes inspiratoires. Donc il va y avoir des apnées en inspiration entrecoupées d'expirations brèves et espacées. C'est la respiration apneustique, apneuse ou apneustique par Lumsden. Et donc, on va conclure qu'il existe un centre respiratoire entre les deux sections A et B qui va réguler un autre centre situé juste au-dessous. Et donc, on va les nommer le premier, le centre, c'est le centre pneumotaxique, donc de taxis, de l'arrangement du rythme respiratoire, et l'autre responsable des apnées, la respiration apneuse, on va le nommer le centre apneustique. Jusqu'à maintenant, nous avons vu deux centres respiratoires. Le centre pneumotaxique qui est situé au niveau du mésencéphale, plus exactement entre les tubercules quadrigimaux et la protubérance. Le deuxième, c'est le centre apneustique situé au niveau de la protubérance. Et on va voir maintenant le troisième centre respiratoire avec la section transbulbaire. C'est la section désignée par la lettre C et qui va faire apparaître une respiration différente avec deux temps respiratoires actifs et rapides. C'est la respiration en gaspe. Et ça correspond, c'est quoi les gaspes? Ça correspond à la libération de l'activité des centres bulbaires inférieurs. Donc, c'est le centre bulbaire, c'est uniquement le centre bulbaire qui est responsable de cette respiration en gaspe, parce que les centres respiratoires situés en haut sont déconnectés par la section. Ce gasping est normalement masqué par le centre pneumotaxique situé plus en haut. Les gaspes, ultime manifestation de l'activité bulbaire, sont le reflet d'une respiration agonique dite inefficace. Donc c'est une respiration inefficace qui ne permet pas un bon temps d'oxygénation et qui sera suivi à terme d'un arrêt respiratoire. Au bout d'un certain temps de quelques secondes, quelques minutes, va être poursuivi d'un arrêt respiratoire. Cette respiration en gaspe. Et se voit aussi en cas d'anoxie extrême. Donc en cas d'anoxie extrême, on va voir cette respiration en gaspe, puis une apnée, un arrêt respiratoire complet. Cette libération progressive de l'activité des centres respiratoires que nous avons vu avec les expériences de section étagée du tronc cérébral peut être aussi observée durant l'asphyxie, l'anémie aiguë ou encore lors d'une hypothermie importante, qui sont tous trois à l'origine de la dépression de l'activité des neurones. Ainsi, nous avons une expérience qui a été effectuée par Hermann et Kolb, qui ont pratiqué sur une tête de lapin isolée des anastomoses carotido-jugulaires, donc de l'artère carotide avec la veine jugulaire de la circulation sanguine d'un autre lapin. Durant les quelques minutes, il va y avoir la tête de l'animal qui semble privée de vie, et non, parce qu'on a effectué des anastomoses de l'artère carotide avec les veines jugulaires, donc une anoxie aiguë. Puis lorsque la circulation sanguine est rétablie, on va avoir la réapparition successivement des gaspes. Donc ça correspond à l'activation du centre bulbaire, puis une respiration apneuse, c'est l'activation du centre apneustique, suivi d'une respiration normale et donc l'activation du dernier centre qui est le centre pneumotaxique. Ces types respiratoires se produisent dans l'ordre inverse en cas de décérébration ischémique, en clampant par exemple l'anastomose établie, ou encore de manière irréversible lorsque les gros vaisseaux du cou sont sectionnés. Par exemple, c'est le cas lorsqu'on égorge un animal, il va y avoir d'abord la respiration normale, l'apparition de la respiration apneuse, les gaspes, et ensuite un arrêt respiratoire complet qui correspond à la mort de l'animal. Maintenant, nous allons voir un autre type d'expérience. Il s'agit de la stimulation électrique au niveau du tronc cérébral.
Ici, nous sommes au niveau bulbaire, au niveau du bulbe rachidien, où on a déjà mis en évidence par le biais des expériences étagées un centre respiratoire, par le biais de la section transbulbaire, qui provoque, en cas de section transbulbaire, qui va provoquer la respiration en gaspe, la respiration agonique ou la respiration inefficace. Maintenant, par le biais de la stimulation électrique et l'enregistrement, on va mettre en évidence qu'est-ce qu'il y a exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce centre bulbaire. En effet, Pitts a mis en évidence dans le bulbe rachidien du chat une zone superficielle dans le plancher de la moitié inférieure du quatrième ventricule. Le quatrième ventricule est situé entre le tronc cérébral et le cervelet. Et donc, le plancher est formé par le tronc cérébral et le toit est formé par le cervelet. Donc, cette moitié inférieure du plancher du quatrième ventricule va contenir un centre dont la stimulation va provoquer une apnée en expiration. Il existe ainsi un centre inspiratoire un peu plus profond et un peu plus caudal dont la stimulation va provoquer cette fois-ci une apnée en inspiration. Donc, on va nommer ces deux centres. Donc, nous avons un centre expiratoire et un centre inspiratoire qui est plus profond et un peu plus caudal. Les potentiels électromyographiques, les électromyogrammes enregistrés dans les muscles intercostaux externes et internes en même temps que les deux types de stimulation. Donc on va stimuler le centre expiratoire isolément, puis le centre inspiratoire, révèlent une distinction fonctionnelle entre les deux types de neurones. Il s'agit successivement des centres expiratoires et inspiratoires bulbaires. Les neurones du centre expiratoire ont un seuil électrique plus élevé. Donc cette expiration active n'est sollicitée qu'en cas de modification importante des paramètres chimiques, la PCO2, PO2, pH ou stimuli réflexogènes. Si vous vous en souvenez, nous avons dit qu'il existe des chémorécepteurs centraux et qui vont détecter la PCO2 du LCR, etc. Donc voici, nous avons le quatrième ventricule dans lequel circule le liquide cérébrospinal ou le liquide céphalorachidien. Et nous avons ici ce type de chémorécepteurs qui vont s'activer, qui vont activer le centre expiratoire. Et donc, nous allons avoir une expiration active. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire une expiration active. Maintenant, une stimulation alternative des deux types de centres respiratoires couplés à un enregistrement de l'activité électromyographique des muscles intercostaux externes qui sont inspiratoires et internes qui sont expiratoires a permis de reproduire l'alternance rythmique inspiration-expiration. Donc si on stimule le centre expiratoire puis inspiratoire et vice versa, on va voir l'apparition du rythme inspiration-expiration normal. D'après les expériences de section étagée et de stimulation électrique au niveau du tronc cérébral, nous allons conclure avec l'organisation des centres respiratoires ainsi que les mécanismes de stimulation et d'inhibition de celles-ci. Et on va voir ainsi le rôle du cortex cérébral. Pour ce qui est du cortex cérébral, il va agir de manière élaborée et parfois volontaire sur la ventilation, comme dans le cas du langage, les expressions des émotions, le reniflement, etc. Chacune de ces fonctions va mettre en jeu une ou plusieurs aires corticales. Maintenant, les expériences de lésions du névrax montrent que dans les conditions normales, donc en cas de repos, les structures du tronc cérébral suffisent à eux seuls à maintenir un automatisme respiratoire satisfaisant pour les besoins de l'hématose. Donc le rôle du cortex cérébral au repos n'est pas discuté et seulement les centres du tronc cérébral suffisent à maintenir une respiration normale qui est satisfaisante pour les besoins de l'organisme. Nous avons ce schéma qui représente la totalité des centres respiratoires. Nous avons le cortex cérébral qui agit à volonté
et qui peut soit stimuler le centre pneumotaxique, soit inhiber les trois centres. Donc inhiber et le centre pneumotaxique, et le centre apnostique, et le centre respiratoire bulbaire. Le centre pneumotaxique, lui, il inhibe les centres apnostiques et respiratoires bulbaires. Le centre respiratoire bulbaire va agir par l'inhibition du pool de motoneurones respiratoires. Donc nous avons deux centres, il faut savoir que nous avons deux centres, inspiratoire et expiratoire. L'un inhibe l'autre. Et nous avons ainsi les stimuli externes qui proviennent des chémorécepteurs centraux, par exemple, pour la pression en CO2, qui va stimuler le centre inspiratoire bulbaire et le centre apnostique. Donc le centre apnostique, lui, il stimule ainsi le centre respiratoire bulbaire. Et donc nous allons avoir la stimulation des motoneurones inspiratoires. Et nous avons sans oublier ainsi les afférences vagales et pulmonaires et du glossopharyngien qui proviennent, pour les afférences vagales, nous avons les récepteurs du glomus aortique qui possèdent des chémorécepteurs, des barorécepteurs. La même chose pour les récepteurs des sinus carotidiens dont les stimuli sont véhiculés par le nerf glossopharyngien. Et nous avons ainsi les stimuli pulmonaires, donc les réflexes à l'extension pulmonaire, etc., dont les influx vont cheminer dans le nerf vague. Donc ces stimuli vont soit inhiber, soit stimuler l'un des deux centres respiratoires bulbaires. Donc s'il s'agit par exemple d'une élévation de la capnie, de la PCO2, et donc bien sûr ça va stimuler la respiration. On arrive aux effecteurs, dont le principal c'est le diaphragme. Donc le principal muscle respiratoire c'est le diaphragme. Il est innervé par les trois racines C2, C3, C4 qui vont s'unir pour former les nerfs phréniques. Nous avons deux nerfs phréniques, un droit et l'autre gauche, qui assurent le déplacement des coupoles diaphragmatiques. Donc c'est un déplacement vertical de l'ordre de 1 cm dans la respiration normale au repos, et qui peut atteindre 10 cm entre inspiration et expiration forcée, donc lors de l'effort par exemple. Par contre, en cas de paralysie unilatérale, l'hémicoupole concernée par la paralysie va remonter dans le thorax. C'est à cause de la chute de la pression intrathoracique, etc., l'élasticité pulmonaire. Et ce mouvement paradoxal peut être visible à la radioscopie lorsque le sujet renifle. À côté du muscle respiratoire principal qui est le diaphragme, nous avons d'autres muscles qui sont dits muscles respiratoires accessoires. Donc ils participent accessoirement à la respiration, ils ne participent pas toujours à la respiration. Nous avons les muscles intercostaux, innervés par les racines motrices dorsales de D1 à D6. Nous avons deux types, les intercostaux internes qui sont des muscles expiratoires et les intercostaux externes qui sont inspiratoires. Leur paralysie ne va pas perturber gravement la respiration. Ces muscles contribuent surtout à raffermir la paroi thoracique et donc il empêche les espaces intercostaux de bomber lors des mouvements respiratoires. Nous avons les muscles abdominaux. Nous avons le grand droit de l'abdomen, le grand oblique, le petit oblique et transverse. Donc ces muscles sont expiratoires car ils vont exercer une pression sur l'abdomen, et comme le diaphragme est situé au-dessus plutôt de l'abdomen, il va monter grâce à cette pression intra-abdominale et donc on aura une expiration. Ils sont innervés par les racines D7 à D12 et L1. Les muscles scalènes innervés par C4 à C8. Le fameux sternocleidomastoïdien qui sert au mouvement de la tête, donc la flexion et la rotation de la tête, il participe ainsi accessoirement à la respiration. Il est innervé par C2, la deuxième
racine cervicale, et le nerf spinal accessoire. C'est la 11e paire crânienne. Ces muscles revêtent une importance en cas d'effort musculaire important ou en cas de difficulté respiratoire. Par exemple, en cas d'asthme, en cas d'obstruction des voies aériennes, etc. Il en est de même des muscles des ailes du nez. Donc les ailes du nez comportent des muscles qui vont dilater les narines en cas d'effort, en cas de nécessité d'un volume important d'air. Donc ces muscles vont dilater les narines pour permettre la circulation d'un grand volume d'air à travers les narines. Donc nous avons une remarque, en plus de leur rôle, ces muscles participent aussi au tonus postural. Donc nous avons le sternocleidomastoïdien, les scalènes abdominaux, donc le tout participe aussi au tonus postural. Cinquièmement, la régulation chimique de la respiration. Nous avons dit qu'il existe des récepteurs au niveau des sinus carotidiens ainsi qu'au niveau de la crosse aortique. Ces récepteurs vont répondre en fonction de la constitution du sang qui les perfuse. Par exemple, ils vont répondre en cas de perfusion par du sang hypoxique, c'est-à-dire un sang dont la pression artérielle en O2 est inférieure à 100 mm de mercure. Le sang hypercapnique, c'est-à-dire un sang dont la pression en CO2 est supérieure à 40 mm de mercure. Le sang asphyxique, c'est la combinaison des deux sangs hypoxique et hypercapnique, donc un sang contenant une PO2 basse et une PCO2 élevée. Un liquide isotonique sans CO2 mais de pH inférieur au pH normal. Donc grosso modo, ces sinus carotidiens et crosse aortique comportent des récepteurs qui sont sensibles à l'hypoxie, l'hypercapnie, l'asphyxie et l'acidose, donc le pH inférieur. Et donc vont être à l'origine d'une réponse ventilatoire tant que les fibres qui véhiculent ces informations sont intactes. Rôle de la PaCO2 et du pH. Nous avons déjà parlé de la réponse ventilatoire à l'acidose respiratoire et l'acidose métabolique. On a parlé aussi de la diffusion du CO2 à travers la barrière hématoménagée. Le CO2 peut diffuser facilement à travers cette barrière, tandis que les ions H+, produits en périphérie ainsi que les bicarbonates ne diffusent pas facilement à travers la barrière hématoménagée. Et donc, par conséquent, la réponse ventilatoire à une acidose métabolique, c'est-à-dire que l'acidose est d'origine, donc les ions H+, sont produits en périphérie, donc d'origine périphérique. La réponse respiratoire à cette acidose métabolique est plutôt d'origine périphérique. Donc ce sont les récepteurs, les chémorécepteurs périphériques qui sont à l'origine de cette ventilation, réponse ventilatoire. Voilà, donc c'était un petit rappel. On va voir maintenant ce schéma qui nous représente la ventilation alvéolaire en fonction des variations de la pression en CO2 et du pH. Ici, la ventilation alvéolaire, nous avons une échelle. Donc le 1 représente la ventilation normale et ça va être multiplié par les variations du PCO2, de la PCO2 et du pH. On voit ici le stimuli le plus important, c'est l'augmentation aiguë de la pression en CO2. Donc on peut avoir une multiplication par 10 du débit respiratoire avec une pression en CO2 à 60 mm de mercure. Donc c'est un stimulus très important. Ensuite, nous avons l'élévation du pH qui peut multiplier le débit respiratoire fois 4 si le pH est à 7. Ensuite, nous avons la PCO2, l'élévation chronique de la PCO2 qui ne constitue pas vraiment un stimulus important. Et donc, pour qu'elle soit un stimulus important, il faut que l'élévation soit aiguë.
Alors, une hypercapnie chronique ne va pas provoquer un effet stimulant tel celui de l'hypercapnie aiguë. Nous avons ainsi la notion de l'élévation brusque, donc la grande élévation de PCO2 supérieure à 100 mm de mercure n'est plus suivie d'un tel effet stimulant. Et alors on aura une acidose non compensée très importante avec pour conséquence des convulsions et voire perte de connaissance. Le rôle de la pression artérielle en oxygène. Nous avons cette figure qui nous représente les réponses enregistrées au niveau des fibres du nerf sino-carotidien chez le chat. Donc voici le schéma. Donc un flux par seconde en fonction de la teneur en oxygène de l'air inspiré. Et ainsi la réponse ventilatoire réflexe induite quelques secondes plus tard, un certain retard entre les deux courbes. Donc c'est calqué, sauf un certain retard pour la réponse bien sûr, pour que les influx arrivent. On voit ici au début, avec une fraction d'oxygène à 0,13, on voit 15 influx par seconde. Et si on fait respirer à l'animal de l'eau-2 pure, il va y avoir chute des influx, donc au-dessous de 5 influx par seconde, et qui vont remonter après la levée de cette respiration d'eau-2 pure. De même pour la réponse ventilatoire, il va y avoir chute du début ventilatoire et qui va remonter si on enlève cette oxygénation. Comparé à la réponse induite par l'hypercapnie, l'hypoxie va induire une réponse modeste, puisque chez l'homme, et pour une fraction d'oxygène à 0,13, 13% d'oxygène, alors que la teneur normale de l'air en oxygène, elle est à 0,21, 21%. Donc, une fraction d'oxygène à 0,13 n'augmente le débit ventilatoire que d'1 litre environ. Et c'est ce qu'on voit ici. Nous avons le débit respiratoire normal à 5 litres. En cas d'hypoxie, donc il va augmenter jusqu'à 6 litres. Hypoxie avec 0,13 d'oxygène. Maintenant, en cas d'hyperoxie, une fraction d'oxygène à 35% va s'accompagner d'une diminution de la ventilation par minute à une valeur de l'ordre de 4 litres. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et bien sûr, les nerfs sino-carotidiens doivent être intacts, sinon on va avoir plus de réponses. Il faut aussi ajouter la notion de la toxicité de l'O2, donc trop d'O2 est toxique, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Bien entendu, l'oxygène peut devenir toxique à des fortes concentrations, surtout si la durée d'exposition est prolongée. Et donc ça va causer des dommages surtout au niveau pulmonaire, au niveau du système nerveux central. Et donc n'importe quel être vivant qui respire bien sûr va posséder des limites de tolérance pour ce gaz. Par exemple, des cobayes placés pendant 48 heures dans un milieu à 100% d'O2 à la pression atmosphérique vont présenter un œdème pulmonaire en 48 heures. Ces lésions vont débuter au niveau des cellules endothéliales des capillaires pulmonaires et donc ça va provoquer un œdème pulmonaire. Donc c'est une infiltration de plasma à travers les vaisseaux vers les alvéoles. Les sujets normaux volontaires à qui on fait respirer de l'oxygène pur à la pression atmosphérique durant 24 heures vont présenter une diminution de la capacité vitale de 0,5 à 0,8 litres. La capacité vitale normale est d'environ 5 litres, donc ça va diminuer à 4 litres, à 4 litres et demi. Ainsi, ils vont présenter une douleur rétrosternale aggravée par l'inspiration profonde. Donc, cette diminution de la capacité vitale et douleur rétrosternale sont liées probablement à une atélectasie par absorption. On va expliquer
à quoi elle est due cette atelectasie? Dans les conditions de respiration normales dans l'air ambiant, l'azote qui est prédominant dans l'air atmosphérique avec une fraction d'environ 78%. Donc l'azote qui n'est pas absorbé à pression normale va maintenir les alvéoles en expansion et donc facilitant ainsi l'absorption de l'oxygène. Maintenant, si on fait respirer à quelqu'un de l'oxygène pur, il n'y a pas cet azote qui va dilater les alvéoles, l'oxygène est directement absorbé et donc les alvéoles vont se collaber et donc par conséquent il va y avoir cette atelectasie. Cela est observé parfois en post-opératoire chez les malades traités par des mélanges gazeux riches en O2, ainsi chez les cosmonautes respirant de l'oxygène pur. Maintenant, pour les prématurés, c'est autre chose. Si on fait respirer de l'eau pure aux prématurés, ces prématurés peuvent présenter une fibrose rétroventriculaire qui peut amener à la cécité totale. Donc cette fibrose rétroventriculaire est due à une vasoconstriction locale. Et ça peut être évité si on maintient la concentration d'O2 simplement inférieure à 40%. On a parlé de la toxicité de l'O2 pour le poumon. Maintenant, pour le système nerveux central, il va y avoir le risque de convulsion. Ce risque va dépendre surtout de la pression administrée, la pression d'oxygène administrée et ainsi de la durée d'exposition. Le risque est majoré en cas d'exercice musculaire. Par exemple, une pression d'oxygène avec 4 atmosphères, donc c'est une pression positive, donc supérieure à la pression atmosphérique, va provoquer des crises au bout d'une demi-heure. Alors qu'à 3 atmosphères, elles peuvent apparaître au bout d'1 ou 2 heures. Le risque existe pour les plongeurs qui respirent de l'oxygène pur avec une pression positive. Maintenant, le manque d'oxygène constitue un stimulus respiratoire modéré, sauf chez les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique. Dans ce cas, et combiné à une hypercapnie, l'hypoxie devient un facteur important de stimulation ventilatoire. Donc, chez les insuffisants respiratoires chroniques, il va y avoir la combinaison des deux stimuli, hypoxie et hypercapnie, pour produire une stimulation ventilatoire importante. Donc, ils peuvent compenser cette insuffisance respiratoire chronique. Maintenant, cet équilibre peut être rompu par un apport excessif d'oxygène qui va diminuer aussi la PaCO2 et va supprimer une source importante d'activation des ondes respiratoires et qui va aboutir à une dépression respiratoire. Quatrièmement, l'hyperpnée de l'exercice musculaire. En fait, l'exercice musculaire constitue la plus importante source de stimulus respiratoire après la volonté, la respiration volontaire. Donc, comme si vous effectuez un effort, un exercice musculaire important, comme si votre corps va vous obliger à respirer fortement pour compenser les besoins en oxygène. Donc, il va y avoir plusieurs mécanismes qui assistent à ce stimulus important. On va citer les modifications de la pression artérielle en CO2 qui ont été évoquées pour l'expliquer, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on assiste à une hypocapnie par hyperventilation. Donc, l'hyperventilation va favoriser la fuite du CO2 en dehors de l'organisme et c'est ce qui va provoquer parfois une hypocapnie, mais pas une hypercapnie. Et donc, ce n'est pas toujours le cas. Le deuxième mécanisme, c'est la production de l'acide lactique par l'exercice musculaire épuisant, donc exercice rapide, aigu, donc anaérobiose, acide lactique, et donc le pH va diminuer et ça va stimuler les récepteurs, les chémorécepteurs. Le troisième mécanisme, c'est nouveau, les messages proprioceptifs issus des récepteurs ostéotendineux et articulaires vont jouer aussi un rôle important.
Donc, la mobilisation passive des membres induit en effet une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des mouvements respiratoires. Donc, on a trois mécanismes. L'hypercapnie, donc c'est pas toujours le cas, mais ça existe. Nous avons l'acidose et les messages proprioceptifs. On arrive à la fin du cours. C'était un petit peu long, c'est vrai, mais il faut juste se concentrer, c'est de la compréhension pure. Donc on va conclure avec ce schéma qui représente le débit de ventilation en litres par minute en fonction des différents stimuli. Nous avons la capacité respiratoire maximale qui est d'environ 160 litres par minute, qui est atteinte en cas de respiration volontaire ou alors en cas de pathologie. Nous avons l'hyperpnée de l'exercice musculaire qui constitue, comme on avait dit, le stimulus le plus important après la volonté. Ensuite arrive l'hypercapnie, ensuite l'acidose, l'hypoxie. Il faut s'en souvenir que l'hypercapnie doit être aiguë pour être un stimulus important. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!